Plaisir d'accueillir Jacques-Bernard Magnier. Bonjour, vous êtes sénateur socialiste du Puy-de-Dôme. Merci d'être avec nous. Frédéric Marchand est également sur ce plateau. Bonsoir, sénateur La République En Marche du Nord. J'accueille également Jean-Raymond Hugonet. Vous êtes sénateur la LR de l'Essonne, ancien maire de Limours, et l'éclairage de Frédéric Gilly. Bonsoir. Vous êtes économiste spécialisé des problématiques urbaines et vous êtes également chercheur à Sciences Po. Première question pour vous, Jacques-Bernard Magnier. À l'occasion de ce 100e congrès de l'AMF, on voit bien ces élus locaux, ces maires. C'est un peu le poumon de la France, de ces territoires. Est-ce qu'ils sont suffisamment entendus, selon vous, par le gouvernement actuel ? Je pense que s'ils sont venus nombreux, et ils sont certainement encore plus nombreux que d'habitude, c'est parce qu'ils ont envie d'être entendus, compte tenu du fait qu'ils appartiennent en général à des organisations d'élus, et que depuis quelques mois, ces organisations d'élus font savoir au gouvernement qu'il y a des choses qui ne vont pas, et qui ne s'inscrivent pas dans ce qu'avait dit le président de la République lorsqu'il est venu le 17 juillet au Sénat pour dire qu'il ne ferait rien sans à l'occasion de la conférence des territoires, on le rappelle. À l'occasion des conférences des territoires qu'il a lancées ici, effectivement, et qui se poursuit maintenant dans les départements d'ailleurs, où il avait annoncé que rien ne se ferait sans la négociation et sans la concertation. Or, il y a un certain nombre d'annonces dont on parle aujourd'hui, et que vous avez évoqué tout à l'heure, qui ont été faites sans aucune concertation, même si pour certaines, elles étaient dans le programme du candidat. Mais et quand même, lorsqu'il s'agit des collectivités, si on veut être sérieux et travailler sérieusement avec elles pendant les 5 ans qui viennent, il faut quand même discuter et concerter. Frédéric Marchand, c'est pas nouveau cette grogne des élus à chaque congrès de l'AMF. On sait qu'il y a des motifs d'insatisfaction qui remontent justement de ces territoires à l'exécutif. Est-ce que vous diriez que cette année, il y a une tension particulière ? Je pense qu'il y a une tension particulière qui est savamment entretenue par certains pour faire en sorte d'avoir une dramaturgie qui est parfaitement installée pour ce 100e congrès des maires. Mais au-delà de ça, quand on est aujourd'hui les uns les autres sur nos territoires et qu'on discute avec les maires, que ce soit les maires de villes moyennes, les maires de grandes villes ou les maires de petites villes, on se rend compte que la situation n'est pas non plus aussi catastrophique que ça, mais que la nécessité du dialogue entre les collectivités et l'État est plus qu'avérée aujourd'hui. C'est votre sentiment, Jean-Raymond Hugonet. Il y a peut-être une orchestration de la grogne des élus aujourd'hui, et finalement, y regarder de plus près, c'est ce que nous dit Frédéric Marchand, ça va bien dans les territoires. Moi, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, parce que je pense que ce n'est pas le débat, excusez-moi. En toute chose, il y a le fond et la forme. Ce que l'on voit surtout, c'est que le gouvernement, l'exécutif, s'aperçoit que cette mesure est profondément inconstitutionnelle et fait marche arrière au moment où le président doit s'exprimer, parce que ça ne peut pas fonctionner. Les chiffres sont accablants, il y a des communes où il n'y aura qu'un contributeur. À partir de ce moment-là... Ce sont les chiffres de la Commission des Finances, effectivement, dévoilés dans le Parisien hier, on en a parlé ici. Une nouvelle animation dans les communes, un jeu de go pour savoir quel est l'habitant qui va encore payer des impôts. Voilà, le problème il est là. Ce qui est dommage, c'est la séquence qu'on vient de vivre, parce que le 17 juillet, effectivement, si on nous parle à nous, élus locaux, si on nous parle de confiance alors qu'on vient d'être bousculé dans une machine à laver impressionnante ces dernières années, si on nous parle de confiance, oui, on est prêt à écouter. Mais faut-il encore que ça soit une vraie confiance ? Je pense que cette séquence, on aurait pu s'en passer pour aboutir au même résultat, parce qu'au fond, ce n'est pas l'impôt qui est un juge, j'entends parler des choses, ce sont ces bases qu'on ne réforme pas depuis les années 70. Et tant qu'on n'aura pas réformé ces bases, on passera à côté du sujet. Frédéric Gilly, cette suppression de la taxe des habitations s'est perçue comme la dernière étape d'une volonté recentralisatrice de l'État. Est-ce que c'est votre analyse aussi ? Ouais, je dirais que je rejoindrais ce que vient de dire mon voisin, c'est-à-dire que la réforme de la base de la taxe d'habitation, depuis la fin des années 70, on dit qu'il faut la refaire et personne n'arrive à la refaire. Ça a déjà coûté 2 à 3 ministres des Finances. Bon, il y a un moment où si on n'arrive pas à la réformer, on l'enlève. Et puis on réfléchit à comment éventuellement la refaire. Hein. Mais c'est peut-être la seule façon d'arriver à changer cette base qui, aujourd'hui, crée des inégalités extrêmement profondes entre les habitants et entre les territoires. Après, moi je dirais que mon voisin vient de parler de la différence entre les maires des grandes villes, des petites villes. Je pense qu'il y a 2 sujets là à traiter. Le premier sujet, c'est la question de la relation entre les maires et l'État. Ça met en question la façon de décentraliser l'action dans ce pays, la forme de la République. Et aujourd'hui, il y a, à mon avis, un problème un enjeu de méthode. Le gouvernement a essayé de travailler d'une certaine manière. Là, visiblement, il est en train de changer complètement son fusil d'épaule en disant on va prendre du temps, on va tous écouter. Et moi, je plaiderais pour qu'on aille aussi écouter pas seulement les associations d'élus, mais aussi les entrepreneurs, mais aussi les citoyens sur le terrain, parce qu'on n'entend pas la même chose quand on écoute les élus que quand on écoute les citoyens. Et le deuxième sujet, c'est la relation des maires entre eux. La relation des maires des grandes villes avec les maires des petites villes. La relation que le maire d'une ville de 2000 habitants a avec le préfet, c'est pas la même que celle du maire d'une ville de 500 000 habitants. Et ça crée des inégalités
très profonde et un ressenti de la part des élus et de la part des citoyens de ne pas être traités pareil dans ce pays. Ouais. Jacques-Bernard Magnier, vous êtes d'accord avec... Oui, je crois que c'est pas faux. Moi, je suis plutôt élu d'un secteur rural. Et il est vrai qu'on a besoin d'avoir, à nos côtés, les élus ruraux ont besoin d'avoir les représentants de l'État, notamment le sous-préfet. Malheureusement, aujourd'hui, les sous-préfectures, on le sait bien, n'ont plus beaucoup de moyens pour fonctionner. Parce qu'il y a une forme aussi d'économie et de recentralisation qui se fait du fait de la décentralisation sur les grands services régionaux et départementaux qui ont été développés. En tout cas, aujourd'hui, je crois que les maires sont un peu inquiets par rapport au nombre de charges qui leur incombent, la quantité de choses qu'on leur demande de faire, et c'est bien normal puisqu'ils sont les premiers représentants de l'État sur leur territoire. Ils sont les plus proches de la population et c'est là que la citoyenneté a le cœur vivant qui bat dans les communes et la difficulté des moyens qui se raréfient. Alors, moi, je fais amende honorable. J'ai soutenu un gouvernement qui a fait baisser des dotations, mais je pense qu'il fallait faire des économies, c'est vrai. L'État lui-même a fait des économies. Il faut aujourd'hui redonner des moyens et ne pas transformer tous les moyens que donne l'impôt par des moyens de dotation. Parce que là, on sait bien qu'il va y avoir raréfaction. Frédéric Marchand, c'est vrai que l'État veut s'engager dans une procédure de contractualisation, hein, c'est le terme, avec les collectivités, pour les aider à maîtriser leurs dépenses. Comment ça va se passer ? La méthode a été exposée lors de la conférence nationale des territoires et sera suivie notamment dans le cadre de la prochaine conférence nationale qui a été organisée, et a été rappelée par le Premier ministre dans le cadre du courrier qu'il a pris soin d'adresser à tous les maires de France, pour rappeler qu'effectivement cette contractualisation, ce rapport de confiance qui doit exister entre les collectivités et l'État est sans doute l'alpha et l'oméga de la réussite des uns et des autres. Parce que aujourd'hui, on voit bien, j'entends mon collègue qui effectivement expliquait que les dotations avaient baissé. Alors je veux bien que la taxe d'habitation soit l'alpha et l'oméga là aussi de la politique du quotidien, mais n'oublions pas non plus que certaines mesures ont été prises par ce gouvernement, et notamment c'est la première fois en 2018 qu'il n'y aura pas de baisse de dotation pour les collectivités, ce qui est quand même, je pense, à mon sens important. Mais cette contractualisation, elle doit se baser sur une confiance réciproque, et elle engage notamment les 319 plus grosses collectivités. Ouais. Mais la confiance, elle est rompue, Frédéric Marchand? Je ne suis pas sûr que la confiance soit rompue, parce que, pour vous dire, quand je retourne dans mon département... Oui, mais sénateur maire entre de ce que dit François Baroin, maire de Troyes et président de l'AMF, et ce que peuvent me dire dans le département du Nord bon nombre de maires que je rencontre régulièrement, j'ai pas toujours le sentiment qu'on vit dans le même monde. Jean-Raymond Hugonet, est-ce que les élus ici présents au Sénat sont prêts à accompagner le gouvernement dans cette démarche de réduction de la dépense publique, 13 milliards d'euros sur 5 ans? Rendez-vous compte que ce débat, nous l'avons au moment même où l'exécutif prive le Sénat d'élus locaux, puisque c'est une hérésie totale pour la haute chambre qui est la représentation des territoires, où maintenant les sénateurs ne seront plus maires. C'est notre cas autour de la table. C'est une hérésie totale. On va le payer cash. Pourquoi ? Parce que les maires ne sont pas là en train de défendre vous voyez, un précaré des maires. Les maires sont en train de défendre leur collectivité. Je rejoins ce qu'a dit monsieur tout à l'heure, qui est très juste, sur le développement économique, sur l'entreprise, le lien qu'il doit y avoir. Avec nos administrés, nous avons un lien direct, et croyez-moi, forcément, sur cette histoire de taxe d'habitation, le coût était parfait. Qui va s'élever contre le fait de dire, voilà, vous ne payez plus votre taxe d'habitation? C'est plutôt populaire auprès des contribuables, cette mesure. C'est là où était la supercherie, c'est qu'on vend quelque chose de populaire au moment où on sait pertinemment que c'est inconstitutionnel pour faire apparaître quelque chose après. Donc ça, encore une fois, si on veut la confiance, et on nous parle de confiance tous les jours, eh bien, elle ne se décrète pas, elle se mérite. Et nous, tout ce qu'on demande, on sait, il n'y a pas un collègue maire qui va nier que les communes ont dû faire des efforts. Elles l'ont fait au-delà de leurs possibilités. Et nous avons été tondus pour une raison simple, et j'en termine par là, c'est que quand vous devenez maire, vous comprenez une chose, c'est que vous devez présenter votre budget en équilibre. Vous ne pouvez pas emprunter pour votre fonctionnement ce que l'État fait sans compter depuis 30 ans. Voilà. Frédéric Gilly, la dernière campagne pour l'élection présidentielle s'est faite autour de ce thème de fracture territoriale. 6 mois après l'élection d'Emmanuel Macron, où est-ce qu'on en est de ce concept? Est-ce que vous diriez qu'elle s'est aggravée, cette fracture territoriale? En 6 mois, c'est un peu rapide. mais en revanche, je pense que c'est un des nœuds de la question. C'est-à-dire que, je parlais tout à l'heure de la relation entre les maires des grandes villes et des petites villes, entre les maires
de la région parisienne, les maires des capitales régionales, les maires des anciennes préfectures ou des petites préfectures. La question qu'il y a derrière, c'est la question du modèle territorial dans ce pays. Et ça fait des années qu'on est en panne de réflexion là-dessus. C'est-à-dire que la DATAR est devenue la délégation à la compétitivité, puis après elle est devenue un commissariat général à l'égalité des territoires. Aujourd'hui, on est dans une situation dans laquelle le pays n'a plus de récit partagé sur qu'est-ce qu'on fait ensemble quand un Parisien et un Verdunois, qu'est-ce qu'ils ont en commun? On sait intimement qu'il y a énormément de choses en commun, sauf que on est incapable de se le raconter. Oui. On est incapable de raconter ce qu'un Verdunois apporte à un Parisien et ce qu'un Parisien apporte à un Verdunois. Et résultat, les seuls éléments, comme on est incapable d'avoir un discours positif, les seuls éléments qui surnagent, c'est les discours de fracture et les discours négatifs. Ce qui est dommageable parce que vous parliez des dernières élections présidentielles, mais on sort quand même d'une séquence municipale, cantonale, régionale, présidentielle, législative, où on a fait moins 15 à moins 20 sur tous les taux de participation. Il y a un moment où la crise démocratique, elle trouve quand même ses sources dans la façon que notre pays et notre démocratie a de vivre. Et de ce point de vue-là, la question de notre modèle territorial, et les élus locaux y ont une part importante, pas forcément dans la crise, mais dans l'incapacité collective à formuler ce modèle-là. Parce qu'on ne se met jamais autour de la table pour en parler. Moi, je pense que aujourd'hui, l'urgence, elle est là. Frédéric Marchand, peut-être votre réponse. Est-ce qu'il y a une vision territoriale aujourd'hui chez Emmanuel Macron? Je pense qu'il y a une vision territoriale qui est portée par le président de la République et qui a eu l'occasion de s'exprimer. Pour rebondir sur cette notion de fracture territoriale, moi qui suis maire d'une commune de 18 000 habitants, il y a une autre fracture territoriale qui m'inquiète et qui me pose problème et pour laquelle je pense que le président de la République a commencé à apporter des réponses. C'est la fracture territoriale qui existe même au sein des villes. Puisque j'entends qu'entre un Verdunois et un Parisien, on peut avoir des choses en commun, mais des choses différentes. Mais à l'intérieur même d'une commune, moi je vous le dis, maire d'une commune, plus maintenant. Ancien maire. J'ai du mal à quitter son mandat. Ancien maire depuis cette semaine. Ancien maire d'une commune de 18 000 habitants. Je me rends compte qu'à l'intérieur même de ma commune, ces fractures existent et qu'il y a aussi nécessité pour l'État, mais aussi pour les collectivités, de porter un discours fédérateur, un discours rassembleur. Et quand j'ai entendu le président de la République à Clichy et à Tourcoing annoncer les mesures qu'il prenait, je me dis que là, on est dans ce récit qui doit être porté, dans ces perspectives qui doivent être portées. Jacques-Bernard Magnier, pourtant on a dit que la politique de la ville était enterrée aussi, peut-être. Oui, moi je ne suis pas un spécialiste de la politique de la ville, mais je crois que l'ancien maire d'une ville qui vient de s'exprimer a tout à fait raison. Et nous, on le voit aussi dans le domaine plus rural, où les maires ruraux, ils ont l'impression qu'on veut aujourd'hui les faire disparaître. Et moi, le discours que j'ai entendu pendant ma campagne électorale, que j'ai mené pendant la période des vacances d'été, c'était effectivement, est-ce qu'on veut en haut lieu, puisque c'est souvent comme cela que s'expriment les maires de petites communes, est-ce qu'on veut nous faire disparaître? Il faut qu'on nous le dise. Est-ce que la concentration, les communes nouvelles, les communautés de communes, etc., c'est pour faire disparaître les communes? Et moi, personnellement, le seul espoir que je peux leur donner, c'est de dire non, parce qu'il me semble qu'on va avoir la raison de dire qu'on a besoin des maires, y compris des plus petites communes, pour que d'abord existe et soit respecté tout le territoire de ce pays. Parce que s'il y a peu d'habitants dans une commune, il y a quand même un espace territorial qu'il faut gérer. Et s'il n'y a pas des élus avec un conseil municipal qui ne coûte rien, qu'il ait 7, 9 ou 11 élus, eh bien celui-là, ce sont vraiment tous des bénévoles quasiment, eh bien il faut garder la structure communale. Donc je crois que cette crainte de la disparition de la commune existe aujourd'hui. Et ceux qui sont là au congrès des maires aujourd'hui, beaucoup sont sous la crainte. Jean-Raymond Gonnet, c'est pour ça aussi que la commission des lois du Sénat, à travers le sénateur de l'Ardèche, Mathieu Arnaud, vient d'annoncer la création d'une mission permanente de contrôle du suivi de ces réformes territoriales. Le premier thème, ça sera la revitalisation justement de l'échelon communal. Alors, vous nous mettez, vous voyez qu'on est quasiment tous d'accord avec nos sensibilités différentes, mais je souscris à monsieur. Ce qui va être très bien, c'est qu'on a un exemple, parce que nous les élus, les discours, les déclarations, tout ça c'est bien, mais croyez-moi, maintenant on n'y croit plus, on veut des faits. Et là, on va avoir le moyen de voir d'ici la fin de l'année pour un sujet. Ici, quand vous êtes sénateur de la région Île-de-France, je ne vais pas dire que vous longez les murs, mais vous n'avez pas envie vis-à-vis de vos collègues de tirer la couverture parce que c'est Paris, la région parisienne. Vous vous sentez moins légitime, c'est ce que vous nous dites? Si, tout à fait légitime, la démocratie est là. Mais ce que je veux dire, nos problèmes franciliens, on a tendance à se regarder le nombril. Mais on va voir ce que va faire le président de la République pour la région Île-de-France. Quelle est la seule région qui n'a pas été tripatouillée dans cette réforme des régions, cette réforme territoriale bâclée et ratée? C'est la région Île-de-France. Est-ce qu'aujourd'hui, alors qu'on a créé encore une couche avec la métropole, alors que tout le monde voulait qu'on en enlève une,
Est-ce que c'est la métropole, la région va devenir métropole? Ce que nous sommes nombreux à demander. Pourquoi? Parce que les 2 millions d'habitants, pas que les élus, les 2 millions d'habitants qui habitent la très grande couronne sont dans un territoire de relégation auquel on dit, avec la loi SRU modifiée de façon absolument dogmatique, on dit il faut que vous construisiez. Rendez-vous compte que des communes qui avant n'avaient pas d'objectif, se retrouvant dans une collectivité de plus de 50 000 habitants, se retrouvent avec 25%, reçoivent un constat de carence, on leur demande de construire alors que la ligne D du RER, prenez-la juste une fois. C'est peut-être le cas déjà, mais excusez-moi si c'est le cas, mais prenez-la une fois juste. Vous allez voir le cauchemar que vivent ces gens et on leur dit, eh bien, payez, construisez des logements de façon complètement stupide. Donc là, on va voir, dans cette réflexion que conduit le président de la République, et d'après ce que je crois comprendre, c'est lui qui l'a conduit, cette réflexion. Voilà, je ne vais pas parler de Jupiter, voilà, mais on va savoir d'ici la fin de l'année ce qui va se passer, et ça va être très éclairant. Frédéric Gillian, sait aussi que le chef de l'État s'est réfugié derrière cette métaphore des premiers de cordée, de théorie du ruissellement pour justifier sa politique fiscale. Est-ce qu'on peut faire aussi une analogie avec ce qui se passe entre les métaphores et les territoires aujourd'hui? Vous savez, moi je suis... La situation des métropoles profiterait justement à ces territoires par un outil de ruissellement. Que j'ai une double formation. Je suis économiste, et alors en économie, on nous explique que le ruissellement, c'est une pyramide, à partir des premiers de cordée, ça descend. Puis je suis géographe, et on nous explique que le ruissellement, c'est un vase. C'est un vase. C'est une vase. Et j'ai l'impression... Votre synthèse. Et j'ai l'impression que, en matière de territoire, la question, le ruissellement, c'est la capacité que les métropoles ont de collecter et de vivifier et de dynamiser la richesse de leur territoire autour. Aujourd'hui, on a trop tendance à considérer que le modèle territorial doit se penser à partir de premiers de cordée en compétition les uns avec les autres, alors que ce qui fera la dynamique de Lyon, ce qui fera la dynamique de Nantes, ce qui fera la dynamique de Rennes, ce qui fera la dynamique de Bordeaux, c'est la capacité de chacune de ces métropoles à tisser des liens extrêmement puissants, précis, avec des petites entreprises, avec des petites communes à 50, 100, 150 km de là. C'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué parce que ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure. Le maire de Lyon, il ne va pas prendre rendez-vous avec tous les maires de toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Mais il se trouve que si Lyon considère qu'elle fera Grand Lyon sans toutes les communes du Cantal, toutes les communes de l'Ardèche, etc., c'est une vision complètement mortifère à long terme du développement métropolitain. Aujourd'hui, ce qui fait la richesse et la puissance d'une métropole, c'est exactement le même modèle que ce qui a fait la richesse de Paris. Paris doit sa richesse et doit le fait que sur un petit pays de 50 millions d'habitants, on a une métropole mondiale. C'est parce qu'il y a depuis des siècles et des siècles un tramage très très puissant et très profond qui draine tout le territoire national autour de Paris. Oui. Pardon, alors Jacques-Bernard Marny, ensuite Frédéric Marchand. Sur le phénomène de métropole, je crains un peu les mégapoles en fait. Elles se défendent bien, vous l'avez dit pour Paris, c'est vrai pour Lyon, c'est vrai pour Bordeaux. Mais je pense à ce qu'on appelle aujourd'hui des métropoles d'équilibre, des pôles d'équilibre comme Clermont-Ferrand, comme Orléans ou comme Saint-Étienne, qui, à côté des grandes métropoles, ont quand même un rôle à jouer vis-à-vis justement du territoire un peu plus diffus et rural qui est autour. Pourquoi? Parce que c'est là que sont les universités, c'est là que sont les CHU, c'est là que sont les grands services de recherche et qui permettent justement à ce qu'on ne soit pas aussi éloigné de la grande métropole. Donc il y a aussi des intermédiaires, il y a des territoires intermédiaires à privilégier et à soigner. Et c'est pas ce que fait actuellement le gouvernement, puisqu'il avait promis de donner 10 millions de dotations à chacune de ces nouvelles métropoles, les 7 métropoles, et il ne les donne pas. Alors j'en profite pour rappeler que là, il y a quand même un besoin, parce que ces métropoles, elles ont aussi un rôle important. Si on veut vraiment faire de la diffusion vers les territoires les plus en difficulté, c'est à partir de celle-là. Excusez-moi, c'est pas de la diffusion vers, c'est de la captation depuis. Bien sûr. Parce que très souvent, et ça nourrit le vote extrême. C'est-à-dire que très souvent, on a un modèle d'assistanat. Il ne s'agit pas d'assister. La métropole diffuse ses bonnes œuvres aux territoires les plus lointains, et tout le monde le perçoit extrêmement mal. Oui, mais apporte des services qui ne peuvent pas exister dans des tissus plus Frédéric ruraux. Marchand.
C'est une question qui est importante. Bon, là, pour le coup, je suis élu de la métropole de Lille, où là, donc, on se rend bien compte aujourd'hui que cette question essentielle, elle tient aussi à la gouvernance de la métropole, puisque, bien évidemment, si le président de la métropole est dans l'incapacité de parler à tous les élus du territoire en question, voire du territoire alentour, la composition de l'équipe qui entoure le président est essentielle. Et pour le coup, je trouve que la métropole de Lille et ce qui se passe aujourd'hui sur ce territoire devrait être assez inspirante, parce que les choses avaient démarré avec Pierre Mauroy, qui avait une vision là pour le coup qui ressemble bien évidemment à celle que vous portez, mais c'est très important. Mais alors ça rejoint aussi une autre question qui est importante, parce que je crois que pour y réussir, il faut, et c'est ce qui rend l'aventure complètement exaltante, c'est comment pour irriguer tout le territoire, on se donne les moyens de réussir, et c'est là que la question des transports est essentielle. Il y a un tas de choses qui vont, parce qu'aujourd'hui nous ne nous racontons pas d'histoire, pour aller vers le cœur de la métropole et pour aller de la métropole vers les territoires, la question des transports, elle est aujourd'hui essentielle. Tout à fait. Je pense que là-dessus, le gouvernement a aussi quelques idées. Ça sera l'occasion de faire un autre débat sur cette question des transports. Merci à tous les quatre d'être venus sur ce plateau. Merci.